Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Olivier Simonis. Salut Olivier. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais commencer par te présenter avant de te poser la première question. Donc Olivier, tu es diplômé de l'Université catholique de Louvain. Tu as toujours occupé des postes entre le marketing et le commercial. D'abord chez Liberty TV, ensuite chez Belga News Agency ou au sein du groupe Rossel. En 2012, tu participes à l'aventure 87 secondes, une agence de création de contenu vidéo qui sera revendue à DataWars en 2018. Mais avant cela, en 2010, tu cofondes Qualifio, une plateforme de gestion d'audience web. Et en 2023, en mai, Qualifio rejoint le groupe Quantum dans le cadre d'une opération qui est réalisée avec le fonds Altor Equity Partners. Aujourd'hui, tu es toujours administrateur de Qualifio et Business Angel, mais tu participes activement à la vie du B2B SaaS Club. Bienvenue Olivier. Merci François. Alors, je te propose que tu reviennes un petit peu sur les aventures 87 secondes et Qualifio, comment se sont structurées ces deux entreprises qui ont toutes les deux connu un événement capitalistique. Je sais que tu n'as pas forcément eu la même approche sur les deux entreprises, vu que Qualifio, vous aviez déjà préparé un management avant la session, qui était prêt à faire la transition. Et du coup, je te laisse la parole pour revenir sur ces aventures. All right. Merci beaucoup. Donc, l'aventure Qualifio est née finalement de mon expérience professionnelle chez Rossel. Je m'occupais entre autres du digital chez Rossel et en fait, on avait en permanence des problématiques d'outils pour la rédaction, le marketing et la régie publicitaire. C'est-à-dire que aussi bien la rédaction que le marketing, par exemple, voulaient lancer des formes d'interactivité avec les audiences web sous forme de concours, de sondages, d'enquêtes, etc., de votes. Et il fallait chaque fois passer par le département technique pour réaliser ce genre de choses. Donc c'était bien avant l'époque du no-code ou du low-code qui n'existait pas. Euh, et partant de ce constat, je me suis dit, tiens, finalement, il y aurait de la place pour créer une application qui donnerait l'autonomie, le pouvoir aux rédactions, au marketing et à la régie, et qui pourrait être complètement indépendant du département technique, hein. Les départements techniques dans les médias, c'est un peu comme partout ailleurs, ils sont en permanence débordés. Et donc, voilà, j'ai lancé vraiment, enfin, on a commencé à travailler sur le projet en 2010, on l'a vraiment lancé en 2011. Au départ, je ne vais pas dire friends and family, mais dans un ensemble de marchés assez fermé qui étaient les médias en Belgique. Et D'accord. je venais de là, je les connaissais tous, je connaissais leurs problématiques. Et très très vite, l'entreprise et le logiciel a très bien fonctionné. Et puis quand on est en Belgique, plus précisément en Wallonie, très vite, il faut penser au-delà des frontières belges. Sinon, le business est forcément assez restreint. Et donc, très très vite, et c'était le troisième employé qu'on a engagé, on a engagé quelqu'un à Paris, on l'a mis dans un cowork, et 2 mois après son arrivée, il a signé un très gros contrat avec France Télévisions. Donc là, je dirais qu'on était parti, on avait vraiment une traction au-delà du secteur des médias en Belgique. Alors on a construit Qualifio un peu step by step, hein. Finalement, on a mis quand même 12 ans entre la création, le lancement et la session, donc c'est une aventure quand même sur quelques années. Et je dirais qu'il y a vraiment eu trois grandes phases dans la société. Une phase où on a été complètement bootstrapped. Et là, on était super économe, on travaillait vraiment un peu avec des bouts de ficelle, mais on était toujours en croissance. Une phase post-levée de fonds, on pourra y revenir, qui était vraiment une phase d'accélération de la croissance. Et puis une phase post-Covid, je dirais, ou Covid, post-Covid, où là, le modèle de, OK,
on crame du cash, tant pis pour les bidas, seule la croissance compte. Bah, ce modèle, il a un peu souffert pendant le Covid et on est revenu à notre modèle initial qui était un modèle hyper, en bon français, Rentable. cost conscious et capital efficient, avec quelque part voilà, chaque euro était compté par rapport à l'EBITDA et à la croissance qu'il pouvait rapporter. Donc on a vraiment eu trois phases très différentes jusqu'au moment où on a été approché par ce fonds scandinave qui avait un projet pour la suite de l'entreprise qui nous plaisait beaucoup. Et après des mois de discussion, hein, ça prend toujours quelques mois, on y reviendra, on a décidé de faire le pas et quelque part, de céder l'entreprise. Donc, voilà, Qualifio, ça a été Et une... Oui. dans cette aventure, donc tu dis on, c'est que tu avais un associé? Ou des associés peut-être? Alors, si tu veux, quand j'avais eu l'idée j'étais chez Russell et je me suis dit, tiens, il faut vraiment une plateforme technique pour faire ça. Ben, moi, j'ai pas un profil de développeur. J'ai un profil business, finance, marketing commercial. Et donc, quelque part, j'ai trouvé mon cofondateur qui était un développeur Internet, un développeur web. Et on s'est associés pour être tous les deux cofondateurs de Qualifio, avant d'être rejoint quelques mois plus tard par un business angel avec qui j'étais aussi dans 87 secondes, qui est Olivier Verdun. Et avant d'être rejoint, du coup, début 2018, par deux fonds qui ont investi dans la société au cours de la levée de fonds. Sans oublier, évidemment, le management et le CEO actuel, Quentin, qui a rejoint l'aventure aussi et qui a été aussi capitalistiquement intéressé avec un système de warrants. Donc voilà, c'est deux personnes au départ, mais assez rapidement complétées par un business angel, des fonds, le management, etc. C'est Et toujours un travail d'équipe. entre cette équipe initiale et Qualifio aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont rejoint toute l'aventure au total? C'est combien de personnes aujourd'hui Qualifio? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 80 personnes qui sont réparties sur différents pays, hein. Le gros des troupes, il est toujours en Belgique et toujours à Louvain-la-Neuve. On a évidemment une activité très très importante sur la France avec un bureau à Paris, une activité importante sur l'Espagne, la Hollande, et alors les pays nordiques, mais là on n'a pas vraiment de présence physique, et sur l'Allemagne aussi, où on a une activité commerciale. Donc Et, voilà, et- c'est à peu près 80 personnes et toujours et en dans Europe. tous, par rapport à tous ces clients, est-ce qu'il y a des clients que toi tu aurais jugé comme étant des accélérateurs de business? Tu as parlé du contrat France Télécom, France Télévisions qui était signé par le directeur commercial France, mais est-ce qu'il y a d'autres clients comme ça qui ont été des accélérateurs et qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Ouais. Alors, ça, c'est très important. Au départ, on s'était vraiment focalisé exclusivement sur les médias. Donc, la presse écrite, euh, les télés, enfin, le multimédia. Simplement parce que tous les deux, mon cofondateur et moi, on venait d'un univers média et donc on connaissait l'écosystème très très bien. Et, euh, et finalement, c'était des problématiques d'animation et de qualification d'audience que les médias avaient de manière très forte. Mais au fil des années, on a commencé à voir un peu au départ, c'était un peu par accident, mais des clients non médias. Pourquoi? Parce que toute entreprise aujourd'hui qui a du contenu, qui a une audience, elle souhaite animer son audience, elle souhaite la qualifier et quelque part, elle souhaite développer des relations directes entre elle, entre ses produits et son audience. Et je dirais que le client qui a été très très important pour nous, ça a été Nestlé, dans le sens où on a vraiment commencé tout petit avec Nestlé en Belgique, qu'aujourd'hui on a un contrat mondial avec Nestlé. Et en fait, on s'est rendu compte que au niveau des entreprises FMCG, Fast Moving Consumer Goods, il y avait effectivement une énorme volonté de se rapprocher de ces acheteurs, de ces consommateurs, de mieux les connaître, de pouvoir interagir avec eux de manière personnalisée, via mail, via les réseaux sociaux, via les applications, etc. Et donc, ça nous a ouvert quand même toute une perspective intéressante dans le sens où autant les médias ont tendance à être des entreprises relativement nationales, hein, si on regarde les gros groupes médias, en général, à quelques exceptions près, ils limitent leurs activités à voire deux, trois pays. Autant les grosses sociétés FMCG sont
des colosses en général mondiaux. Et donc ça nous ouvrait une perspective de finalement pouvoir faire un rollout de notre plateforme, non pas sur un pays, mais sur 150 pays. Et du coup, avec évidemment beaucoup d'impact sur les fonctionnalités de l'outil, d'être capable de gérer beaucoup de marques, beaucoup de langues différentes, beaucoup d'utilisateurs différents, de pouvoir séparer les univers de marques, etc. Mais aussi évidemment sur notre organisation commerciale, puisque il a fallu s'adapter au fait qu'on signe ce qu'on appelle des Global Service Agreements avec des couvertures géographiques extrêmement étendues. Donc, le premier contrat en Belgique avec Nestlé a été quand même game changer pour nous, dans le sens où il nous a ouvert tout cet univers des produits de grande consommation, alors qu'à la base, bon, on avait commencé sur les médias, on s'était étendu sur la grande distribution. Un secteur qui est devenu très très important pour nous aussi, ce sont les clubs de sport. Euh, les clubs de foot, hein, on travaille avec le PSG, avec le Bayern de Munich, avec Tottenham, avec le Barça, etc. Parce qu'évidemment, ce sont des entreprises qui ont énormément de contenu, euh, et évidemment des communautés de fans extrêmement importantes, dont ils essayent d'approfondir les relations. Donc ça, c'est aussi un secteur très important pour nous. Mais je dirais, voilà, le gros accélérateur actuel, ça reste les entreprises de biens de consommation. Super. Et vous avez levé des fonds en 2018 pour justement accompagner vos clients parce que vous deveniez de plus en plus globaux ou pour d'autres raisons? Bon, écoute, la première raison, c'était de pouvoir faire grandir les talents de l'équipe. Donc, quand dans une entreprise, on engage des gens, qu'on grandit à 30% par an, en étant relativement petit, hein, quand on a levé les fonds, on faisait 2 millions d'ARR, donc c'est pas encore énorme. En fait, pour moi, la raison sans doute la plus importante, c'était de pouvoir donner des perspectives de croissance un peu plus rapide à une série de talents qui étaient arrivés dans l'entreprise et qui, quelque part, auraient pu être un peu découragés ou, comment dire, oui, peut-être un peu pas assez stimulés par une croissance à 30%. Le fait de lever des fonds, ça nous permettait vraiment d'accélérer la croissance, le développement international et du coup de donner des perspectives d'évolution, tant managériale que salariale, à certains talents de l'entreprise. Donc c'est vraiment aussi une volonté RH, euh, mais pas que. Je veux dire, il y avait aussi effectivement le fait de se dire, tiens, il y a quand même certains marchés où on voit une traction qui commence, mais on a juste pas assez de moyens de pouvoir établir une présence physique sur ces marchés avec quand même des budgets marketing pour exister dans ces marchés. Ça a été le cas de l'Espagne, ça a été le cas de la Hollande, ça a été le cas de l'Allemagne. Et donc voilà, mais principalement, j'étais quand même un peu poussé par voilà, cette logique, cette philosophie de dire on a des talents, il faut les faire grandir, et pour les faire grandir, il faut un peu plus de moyens. Ça me paraît logique. Et du coup, c'était quoi les grands recrutements stratégiques de cette époque? Les talents qui te poussaient, c'était... Oui, alors on a très fort changé ça par la suite, hein, justement pendant le Covid. On a ouvert des bureaux quelque part. On a consolidé le bureau de Paris, on a ouvert un bureau à Amsterdam, on a ouvert un bureau à Madrid, on a ouvert un bureau en Allemagne, on a ouvert une présence en Scandinavie. Et donc, les grands recrutements, à l'époque, c'était des country managers qui étaient finalement responsables de l'activité Qualifio dans ces différents pays. Euh, on a fait complètement marche arrière, justement, à la phase 3. C'était la phase Covid, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, ces structures assez silotées, avec des country managers dans chacun des pays et des équipes de SDR, de BizDev et de CSM dans chacun des pays, étaient finalement pas très très efficaces. On a complètement horizontalisé les choses par la suite, mais voilà, à cette époque-là, on a vraiment créé des espèces de mini qualifio dans les différents pays parce qu'effectivement on avait beaucoup plus de moyens. Voilà, à refaire, je suis pas certain que je le referais de la même manière. On l'a changé par la suite, mais voilà, on l'a fait comme ça à l'époque. Ce qui était inefficace, c'était le fait que les gens soient séparés, éloignés les uns des autres, ou c'était le fait que les marchés étaient différents, ou...
C'était le fait que donc peut-être il faut cadrer. Et, sorry, j'utilise un peu un jargon SaaS qui est parfois peut-être pas tout à fait audible, mais en fait, donc dans notre processus de vente, typiquement SaaS, on a bah, les SDR qui sont quelque part ceux qui ils sont la première porte d'entrée, qui font à la fois de la prospection et de la qualification de lead entrant. Une fois que le lead est qualifié, il est passé à ce qu'on appelle chez nous un BizDev, qui va mener toute la discussion jusqu'à la signature du contrat, y compris piloter toutes les problématiques d'audit de sécurité et autres. Et une fois que le contrat est signé, il va être passé dans les mains d'un CSM, hein, un account manager finalement, un Customer Success Manager. Et finalement, voilà, après la levée de fonds, on a restructuré notre équipe commerciale en, par rapport à ces trois rôles, alors qu'avant, finalement, on avait des account managers qui faisaient un peu tout. Et ça, c'est évidemment une grosse erreur parce qu'une fois qu'il y a un account manager qui fait de l'account management, ben, il est tellement pris par son client qu'il fait plus de prospection et du coup, on se retrouve avec un pipe qui est complètement vide. Ça, c'est assez classique. Mais du coup, après la levée de fonds, on a structuré nos équipes commerciales dans ces trois fonctions et on a répliqué ce modèle dans chacun des pays. Donc, on avait un SDR, un ou plusieurs SDR en France, un BizDev en France, un CSM en France, idem en Allemagne, idem en Espagne, etc. Et du coup, en fait, finalement, ces équipes se sont retrouvées très, très silotées, avec assez peu de partage d'expérience entre les SDR français, belges, hollandais, allemands. Et finalement, tout était piloté par un country manager local qui faisait un peu les choses à sa sauce et qui n'était pas très expert ni en sales, ni forcément en CSM. Et donc finalement, voilà, ça ralentissait un petit peu. Alors que plus tard, on s'est dit non, mais en fait, ces rôles de country manager, finalement, c'est pas très efficace. On a enlevé cette ligne qui était les country managers et on a horizontalisé finalement les choses, c'est-à-dire qu'on a dit les SDR, en fait, ils sont très très proches du marketing, hein, tout ce qui est domain gen, donc on les met sous la responsabilité du marketing. Les sales, on nomme un head of sales qui va s'occuper de tous les sales hein, dans tous les pays, donc une structure complètement horizontale. Et les CSM, idem, il y a un head of CSM qui s'occupe de tous les CSM dans tous les pays. Et globalement, en fait, c'était beaucoup plus productif parce que il y avait beaucoup plus d'échanges d'informations entre tous les CSM ou tous les sales plutôt que d'avoir un espèce de niveau intermédiaire avec un country manager qui, in fine, qui ralentissait un peu les choses. Donc voilà, on a complètement changé, mais après la levée de fonds, on est parti bien en tête sur ce modèle de country manager. On a corrigé. Voilà, ça fait partie du learning, hein, c'est de dire, bon, on essaie quelque chose et, euh, et puis ça marche pas. On a l'humilité de se dire, bah tiens, on n'a pas du tout fait le bon choix de structure. Boum, on défait et on recommence autre chose. Je crois que c'est une chose, c'est super importante, c'est à un moment donné d'être capable de se dire, bon, bah, on essaie un truc, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, il faut pas avoir peur de le casser, quoi. Même quand ça fonctionne, parfois, il faut pas avoir peur de le casser pour le faire fonctionner encore Exactement, mieux. exactement, Et, exactement. et- et est-ce qu'il y a eu d'autres rôles un peu stratégiques dans la structuration de l'entreprise? Alors oui, bah, il y a deux rôles évidemment qui viennent tout de suite à l'esprit. Donc aujourd'hui, les deux cofondateurs, le binôme de cofondateurs, donc le CTO Serge et moi-même, on a été remplacés par un nouveau binôme, CEO, CTO. Et donc D'accord? fondamentalement, je pense que les deux profils des cofondateurs, c'est-à-dire Serge et moi-même, on était probablement meilleurs dans les premières années de l'entreprise qu'une fois que l'entreprise devenait plus importante et qu'il fallait finalement mettre en place des process, des structures, huiler les rouages de l'entreprise. Je crois qu'on avait tous les deux plus un profil de développeur, plutôt créatif, plutôt entrepreneur. Et voilà, on s'est rendu compte tous les deux qu'il y aurait eu moyen de trouver meilleur que nous dans les jobs respectifs de CEO et CTO. Et donc, quelque part, on a mis en place, à partir de 2019, au niveau technique et au niveau CEO, des plans de transition qui ont duré quelques années, hein. Ça a été bien préparé. Les clients, les employés, les actionnaires ont été évidemment briefés et ont suivi. Mais ces plans de transition ont fait que aujourd'hui, ni mon fondateur technique Serge, ni moi-même sommes encore opérationnellement aux manettes de l'entreprise. Et pour moi, ça c'est assez sain quelque part. Je crois qu'il y a pas mal de fondateurs ou de cofondateurs
qui veulent rester CEO ad vitam aeternam, et qui ont du mal à se rendre compte qu'à un moment donné, ils sont plus forcément les meilleures personnes pour piloter leur propre entreprise. Tout simplement parce qu'ils sont usés. C'est quand même pas simple, hein, d'être cofondateur, d'être CEO. On sait que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'est parfois usant. Voilà, parfois on n'est plus. Il y a des gens qui sont plus jeunes, éventuellement, qui ont plus d'énergie, qui ont un regard nouveau sur la fonction. Et je crois qu'à un moment donné, il faut avoir l'humilité de se poser la question, est-ce que finalement l'entreprise ne serait pas mieux lotie avec quelqu'un d'autre à la barre? Et on a eu tous les deux cofondateurs, un peu cette réflexion en parallèle, et on a tous les deux transitionné. Pour ma partie avec Quentin qui est toujours CEO, et pour la partie Serge avec Laurent Mélon, qui est toujours évidemment le CTO. Et c'était intéressant avec Laurent Mélon parce que c'est un profil qui vient des banques suisses, Ouais. donc hyper focalisé sur la sécurité, respect de la vie privée, etc. Or, notre business était justement en train d'évoluer dans cette direction-là, hein. Avec le RGPD qui est arrivé, avec le fait que Qualifio stocke énormément de données personnelles, on avait ces problématiques de sécurité de plus en plus aiguës. Et voilà, quelque part, prendre quelqu'un qui venait de l'univers bancaire, ben, c'était quelque part un peu la garantie qu'on aurait des process solides, et une obsession permanente pour la sécurité et le respect des données, la protection des données privées. Vous avez clairement bien préparé l'étape d'après, mais qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous n'étiez plus les bonnes personnes? C'est un événement externe? C'est des personnes? C'est vos investisseurs? C'est vous-même par rapport à votre vie? Ouais, c'est nous-mêmes, je pense. Après, tu vois, on a, on a tous les deux 54 ans aujourd'hui. Donc, c'est pas qu'on ait fondé Qualifio quand on avait 25 ans et qu'on sortait de la fac. On a fondé la boîte. En gros, on avait tous les deux 40 ans. C'est un peu atypique comme parcours entrepreneurial, parce qu'en général, je crois que je connais pas les benchmarks, mais les fondateurs de start-up sont en général un peu plus jeunes. Euh, donc on était, je vais pas dire qu'on était vieux, mais quelque part, voilà, on s'est rendu compte que par rapport à tout le monde digital qui évoluait extrêmement vite, par rapport à la débauche d'énergie que ça demandait, bah, on était peut-être un petit peu, oui, un petit peu fatigué, et il y avait non seulement ça, mais aussi une prise de conscience. Et ça, voilà, moi je l'ai bien senti à un moment donné, que ça m'excitait plus de lancer des nouveaux trucs que d'approfondir et de mettre en place des process pour optimiser des choses qui étaient déjà en place. Donc voilà, c'est plus, il y a personne qui nous a vraiment poussé. C'est plus une démarche qu'on a eue tous les deux d'un point de vue personnel, de se dire, tiens, c'est peut-être le moment de réfléchir à un plan de transition. Et ce plan de transition, tu disais que vous l'avez commencé en 2019. C'est hyper Ouais, mature et du coup, il a abouti derrière. En quelle année? À partir de 2022. 2021, 2022, voilà. Et, 2022, et en gros, donc et en gros, la session, elle était prévue dans le plan de transition ou elle est arrivée par hasard? c'était ouvert. Donc, on avait dit, voilà, tiens, ça, parallèlement au plan de transition, ça pourrait être intéressant de chercher un nouvel actionnaire de référence qui écrive quelque part une nouvelle page dans la vie de l'entreprise. Euh, mais voilà, c'est assez cocasse, mais on avait fait le plan de transition entre Quentin, le nouveau CEO, et moi, sur 3 ans, 2019, 2020, 2020, oui, entre 2019 et 2022. Et moi, je terminais quelque part en 2022, l'été 2022. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le fonds scandinave. Et donc, moi, j'ai quelque part prolongé euh, ma mission en gérant les relations et les négociations avec le fonds suédois, là où Quentin pouvait se focaliser plus sur le day-to-day du business. Donc ça s'est plutôt bien mis en fait. Euh, et voilà, et ça aboutit effectivement 8-9 mois plus tard à l'acquisition. Et du coup, voilà, c'est toujours Quentin qui est aux manettes de l'entreprise, et moi, évidemment, je suis beaucoup plus en retrait. Est-ce que dans toute cette croissance de l'entreprise, il y a des outils que vous avez mis en place qui ont été structurants et qui justement ont fait qu'au moment de la session, bah, un acquéreur qui est venu ouvrir les livres, faire ses due diligence, quand il a regardé un peu l'organisation, s'est dit, bah, en fait, Qualifio, c'est une boîte qui est bien structurée et ça a facilité la transition.
Ouais, ça c'est hyper important, hyper, hyper important. On est, et c'est aussi, une des grandes forces de Quentin, le nouveau CEO, c'est d'être obsédé, mais dans le bon sens du terme, par, les outils, les process et la transparence. C'est-à-dire que depuis le début, on a, par exemple, un reporting financier, sur les KPI les plus importants du SaaS, un reporting financier live. Alors c'est vraiment c'est du basique, hein. Parfois, il faut pas faire très compliqué, mais c'est, des Google Sheets avec un Google Data Studio qui plug dans les Google Sheets et qui montre en permanence des graphes de MRR, de churn, de CAC, et cetera. Mais il y avait pas que ça. Donc on a eu quelques outils qui ont été vraiment structurants. La mise en place de Notion, par exemple, qui est une plateforme de documentation et globalement, qui est devenu un peu le centre nerveux, de l'entreprise, dans le sens où tout ce qu'on fait doit être sur Notion. C'est-à-dire que, la phrase qu'on dit un peu en rigolant chez nous, c'est: «If it's not on Notion, it does not exist». C'est-à-dire que l'ensemble de tous les process, heu, de la boîte, n'importe quel process, de A à Z, est sur Notion. Par exemple, les process on est très, 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 très orienté RH, hein, chez nous, donc tout l'employee life cycle, on a pris le temps de s'asseoir et de dire: «C'est quoi le cycle de vie d'un employé Qualifio, à partir du moment où il envoie son CV, jusqu'au moment où il quitte et il fait son entretien d'offboarding, par exemple. Et ça va même plus loin parce qu'il y a même la partie alumni ex Qualifio. Donc, et là, on a quelque part modélisé, hein, c'est un grand mot, mais chaque étape en disant, ben voilà, tiens, la personne signe son contrat, elle va commencer dans 2 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 mois? Bah oui, il y a son futur boss lui envoie un mail toutes les semaines, on lui envoie une carte postale, on lui envoie déjà des trucs à lire. Il arrive le premier jour, il a une réunion avec telle et telle personne. Après 3 heures dans la boîte, il a un premier check avec le RH pour savoir si ça se passe bien. Après 3 jours aussi, après 3 semaines aussi. Enfin, on a tout, tout, tout. On a créé des playbooks justement dans Notion pour absolument tout. Alors, ça peut paraître un peu de l'over-engineering, mais ça a permis de hyper structurer, finalement tout ce qu'on fait et de scaler relativement facilement parce qu'on avait les playbooks pour à peu près tout. Hyper facilement, je dis relativement facilement, non, c'est toujours compliqué, hein, mais voilà, et il y a plein d'outils qui sont clés, hein. On a Slack évidemment, qui est aussi le système qui permet que tout le monde communique sur tout en permanence. On a HubSpot qui permet d'avoir n'importe quel lead qui entre, en visitant le site ou en téléchargeant un white paper et on va quelque part le nurturer, tout au long de son parcours chez nous. Enfin voilà, on a mis sur pied quand même une série de piliers d'outils qui sont hyper importants, pour l'efficacité finalement de l'entreprise. Donc ça, c'est très, très structurant. Et alors le deuxième élément qui est archi important, c'est la culture d'entreprise. Ça, c'est vraiment, Tu anticipes ma enfin, je veux question. dire, oui, sorry, je coupe un peu Non, l'herbe c'est sous le pas pied, grave. mais je veux dire, voilà, moi je suis un immense fan de cette phrase qui dit Culture eats strategy for breakfast. Donc voilà, on peut avoir la meilleure stratégie du monde. Si on n'a pas la bonne culture, ça marche pas, tout simplement. Et la bonne culture, bah, ça passe par des bons recrutements, respecter les gens, être hyper transparent, être à l'écoute, s'assurer que chacun progresse. Et ça, on a été obsédé par ça dès le début. Pourquoi on a été obsédé par ça? Parce que et Serge et moi, comme on avait déjà 40 ans, on avait déjà eu des expériences professionnelles où on n'avait pas été du tout aligné avec la culture d'entreprise et les valeurs de nos employeurs précédents. Pas chaque fois, mais on avait eu je sais pas, des mauvaises expériences, mais des expériences professionnelles où on sentait qu'on n'était pas aligné. Et on s'était dit tous les deux, non, mais nous, si on fait notre boîte, on veut que cette boîte soit complètement le reflet de nos propres valeurs, finalement, et que la culture d'entreprise soit la culture d'entreprise de la boîte dans laquelle on a toujours rêvé de bosser. Et donc, on a été très, très attentif à ça dès le début. Avant même de faire un business plan, on a listé les valeurs qui étaient importantes pour nous. Quand on a commencé à penser au projet d'entreprise, on a d'abord pensé valeurs avant de penser Excel. Ça, c'était vraiment important. Et dans tous les recrutements qu'on a fait, on était obsédé par la question, est-ce que cette personne
va fitter dans nos systèmes de valeurs, dans notre culture, voilà. Et ça a été absolument clé je pense, ouais, dans le succès de la boîte, mais aussi dans le fait que bah, les gens s'y sentaient bien et que ça, voilà, ça a créé quelque chose d'un peu spécial. Les gens avaient quand même l'impression de travailler dans une boîte un peu spéciale avec voilà, plein de choses qu'on faisait. Les gens pouvaient amener ça, c'est pas si original que ça, mais leurs animaux au bureau. Par exemple, voilà, on avait toujours un ou deux chiens, parfois un ou deux chats au bureau qui étaient là et les gens évidemment étaient très contents de pouvoir Tant que les chiens amener et les leur. chats s'entendent bien. Voilà, peut toujours être délicat, mais donc voilà, pour moi, l'aspect culture, l'aspect voilà, process évidemment, tools, dont on parlait tout de suite, c'est important. L'aspect culture, bah, ça, c'est absolument clé. Voilà, c'est tellement important pour grandir, pour échanger, pour que les gens se sentent bien, pour que les gens restent, pour créer justement une entreprise où les gens ont envie de venir travailler. Enfin, voilà, la culture, c'est Et, vraiment essentiel. la culture, on comprend que c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis le début, auquel vous avez réfléchi depuis le début. Les outils, c'est quelque chose, et les process, c'est arrivé progressivement. Mais pour la vie de la culture, comme pour la mise en place des outils, vous êtes fait accompagner ou c'est quelque chose que vous avez piloté vous? Hem, alors pour la culture, dans un premier temps, non, parce que c'est quelque chose qui était assez organique, hein. Alors après, donc en 2018, on s'est dit: «Tiens, il est temps», qu'on était déjà beaucoup, «il est temps de retravailler nos valeurs». Et donc là, on s'est fait accompagner, et c'est-à-dire qu'il y avait, on était toujours avec un peu les valeurs que les fondateurs avaient listées sur une serviette avant de lancer la boîte. Et on s'est dit, tiens, il faut re-questionner ces valeurs. Et là, on a fait tout un exercice avec des consultants et des coachs RH. Et on est parti finalement de tous les employés, de tout le storytelling qu'ils avaient dans la boîte, pour finalement faire remonter des expériences, les catégoriser en valeurs. Donc on a cristallisé 5 valeurs, on les a écrites, on a créé nous-mêmes un storytelling autour, et puis on les a déclinées dans ce qu'on appelle un culture code, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur notre site d'ailleurs, qui est mais finalement c'est bien des valeurs, mais ça peut être un peu abstrait. C'est quoi vivre ces valeurs au quotidien chez Qualifio? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette valeur par rapport à mes relations avec mes collègues? Ça veut dire quoi par rapport à mes relations avec les clients, etc., etc. C'est vraiment donner le mode d'emploi au quotidien des valeurs. Et pour ça, on a été accompagné parce que c'était quand même un exercice qui était assez ambitieux, mais qui a bien fonctionné. Pour les outils, non, ça c'est vraiment, enfin c'est tout des SaaS, et c'est rien de très original, hein. Quand tu parles de Notion ou de Slack, finalement, beaucoup de startups mettent ça en place, et pour ça, il y a pas vraiment besoin d'être accompagné. Il faut parfois juste prendre un peu de distance par rapport à ces processus pour bien les modéliser, pour les architecturer Voilà, et pour les optimiser exactement. aussi. C'est peut-être là Ouais. où vous avez passé du temps. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Non, et c'est vraiment la force de Quentin, beaucoup plus que la mienne. C'est justement, à un moment donné, d'être capable de voir le bon outil et de prendre le temps qu'il faut pour faire une implémentation réussie de ce genre d'outil. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, s'est fait progressivement, qui demande du temps, qui coûte, hein, parce que quand tu regardes les budgets liés à tous les différents tools et SaaS qu'on utilise, bah, ça fait vite des gros budgets. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Et il y a eu, par rapport à ces outils, des résistances de la part des équipes où les équipes étaient demandeuses de structuration et de processus? Non, non, les équipes étaient demandeuses. Certains outils sont venus à l'initiative des équipes, hein. Si je regarde Slack, si je regarde comment on a structuré en méthode Scrum l'équipe de développement assez tôt, on a dû faire ça vers 2013-2014. En fait, c'était des initiatives des équipes. Donc, je dirais que oui, il y a eu zéro résistance par rapport à ça. Au contraire, tu regardes par exemple les CSM, on utilise un outil qui s'appelle Planat, qui est un outil spécialement conçu pour gérer des clients. Tous les CSM étaient demandeurs d'un outil adapté à leurs besoins, hein. Donc non, je dirais qu'aujourd'hui,
il y a plus vraiment de résistance par rapport aux outils. Au contraire, à partir du moment où les outils facilitent la vie et rendent les activités des uns et des autres plus efficaces, il y a pas vraiment de résistance. Comment les équipes ont vécu le fait qu'à un moment tu prennes du champ par rapport à l'opérationnel? Ça doit pas être forcément facile. Elles se sont, certains ont dû, signer un peu sur ta personne quand ils ont rejoint Qualifio, mais en voyant que progressivement tu prenais du champ. Puis après, en fait, avec, cet adossement, comment les équipes ont vécu ça? Ouais. Écoute, le process a été tellement long, quelque part, et tellement évolutif, hem, puisque c'est un process, comme j'ai dit, hein, qu'on a planifié sur 3 ans et que la personnalité de Quentin qui m'a succédé, a fait, très vite l'unanimité aussi, hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui quand on a commencé ce process, il était déjà dans la boîte depuis 6 ans. Donc les c'est pas comme si, tu vois, on avait été chercher un futur CEO extérieur que personne ne connaissait. Donc on a vraiment pris quelqu'un qui était un des premiers employés de la boîte aussi, avec qui j'étais totalement aligné, justement, sur des questions de valeurs, de culture, de comportement, et cetera. Donc ça s'est fait très naturellement, en fait. Honnêtement, heu, il y a eu, très, très peu de résistance parce qu'il y avait un partage, de valeurs et parce que les choses ont été faites de manière, extrêmement progressive et extrêmement évolutive. Donc non, non, il y a pas eu de souci. L'adossement, bah, c'est toujours une question beaucoup plus compliquée parce qu'évidemment, quand tu regardes une boîte comme Qualifio, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, Qualifio représentait leur premier boulot, avec une culture extrêmement forte, voire parfois un peu paternaliste, hem et donc évidemment, tout ce qui peut venir, bousculer potentiellement cette culture est de nature anxiogène. Donc voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. On a beau avoir choisi un projet, où justement la culture était préservée, c'est évidemment un élément super important dans nos discussions avec les Scandinaves. Malgré tout, évidemment qu'il y a toujours des inquiétudes, ça c'est clair et il y a toujours évidemment une on peut pas être naïf en se disant que tout projet de rapprochement va laisser la culture entièrement, préservée. Il y a Intact. quand même Ouais. toujours quelque part, des tensions sur notre manière de faire et notre culture. Ça, c'est inévitable. Avant d'être approché par Quantum, vous avez été approché par d'autres et qu'est-ce qui fait à la limite que vous avez donné suite à Quantum et pas aux autres? Hem, Écoute, on avait eu des très chouettes discussions, en 2000, c'était quand? 2019 justement, avec, Axel Springer, qui était groupe média, allemand. Là, le projet était très, très bien, mais ça a été killé de leur côté parce que voilà, le gros private equity américain KKR est rentré dans leur capital et ils ont un peu changé leur stratégie. Hem, Qu'est-ce qui nous a convaincus dans ce cas-ci? C'est en fait une approche qui justement nous permettait de grandir au sein d'un groupe plus important, avec plus de moyens, plus de synergie avec d'autres, tout en laissant le management, la marque, la culture, autant que possible, en place. Donc c'était vraiment ça qui nous a séduits. Et je dois dire qu'en général, avec les Scandinaves, on est plutôt alignés et en confiance au niveau des valeurs. Nous, en Belgique, on a tendance à être hyper humble, à se moquer un peu facilement de nous, à être un peu low profile comme ça. On n'est jamais très très confiant dans nos Les Français, on capacités. n'est pas comme ça, on est d'accord. Voilà. Parfois, on est un peu différent. Donc, avec les Scandinaves, ils ont un peu le même genre d'approche, très pragmatique et un peu tout en modestie que nous pouvons avoir. Et voilà, ça matchait bien aussi avec voilà, notre culture et notre vision de l'avenir. Mmh. Et du coup, le process concrètement, comment il s'est passé? Vous vous êtes fait accompagner? Vous êtes allés voir uniquement les Scandinaves? Il y en a d'autres qui sont venus? Ouais. Donc, évidemment, on a essayé de faire un process un peu concurrentiel. Donc, on a été accompagné par une boutique M&A parisienne qui s'appelle IK Partners.
qui sont vraiment extraordinaires. Franchement, ils nous ont accompagnés sur 87 secondes aussi, donc on les connaissait quand même déjà très bien. C'est une toute petite équipe, hein, ils sont une douzaine de personnes, mais ils sont hyper réactifs, hyper sympas, hyper pro. Enfin, vraiment, ils sont hyper disponibles. Je Je ne vais confirme pas pour faire de avoir pub eu pour, affaire à eux. Voilà. voilà, je vais pas faire de pub pour eux, mais ils sont vraiment top. Et voilà, avec eux, finalement, on s'est fait accompagner. Donc, on a parlé à d'autres candidats. Voilà, la piste des Scandinaves était pour nous la meilleure. On s'est évidemment accompagné aussi d'un bureau d'avocats. Là aussi, on n'est pas parti avec un grand cabinet international, on est parti avec un petit cabinet bruxellois qui s'appelle Harvest et qui, même genre de profil que ICAP, des petites équipes hyper réactifs, hyper smart, hyper sympa. Voilà, et puis on avait aussi évidemment bah, nos fonds, les deux fonds dans le capital, qui évidemment avaient aussi leur mot à dire et qui aussi nous conseillaient dans le process, hein, notre business angel aussi. Donc voilà, ça faisait quand même pas mal de gens pour donner leur avis, pour nous aider, pour nous épauler là-dessus. On n'était vraiment pas Et, tout et- seul, quoi. et dans ce process, si tu Ouais. devais le regarder avec un peu de distance, à, à quoi tu t'étais bien préparé et qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé? Euh, alors, bon, il y a des éléments qui sont évidemment un peu plus confidentiels dans toutes les discussions, mais euh, je dirais que on était préparé à une due deal, et à partir du moment où on avait dit, on a des process très en place et des outils, etc., ça facilite grandement les choses. Mais quand on a un gros private equity qui gère 10 milliards d'actifs, qui lance une due deal, alors là, mais c'est une machine de guerre, quoi. C'était des armées de consultants, c'était McKinsey, c'était Pricewaterhouse, Belgique, Suède, Norvège, France. Enfin, c'était vraiment, ils avaient mis une armée sur le coup. Et en fait, bah, on a beau être préparé, on a beau être structuré, on a beau avoir les bons outils, ça reste quand même quelque chose qui est hyper chronophage et qui est assez usant, quoi, la due deal. Donc, on s'y était préparé, mais c'était quand même plus intense que prévu. Euh, et alors, oui, tout le côté négociation du contrat d'acquisition, du réinvestissement, parce que les actionnaires de Qualifio sont aussi, aujourd'hui, ils sont enfin, pour une partie réinvestis dans le holding Quantum. Donc, il y avait à la fois une partie acquisition au départ, mais discussion du réinvestissement euh, dans le holding. Donc voilà, c'est long, c'est lent. Il y a beaucoup de pages, de contrats à discuter, beaucoup d'allers-retours, etc. Euh, donc voilà, il y a rien qui nous a traumatisés ou extrêmement surpris. Moi, j'avais déjà fait l'une ou l'autre opération, hein, notamment 87 secondes. Donc peut-être, voilà, la due deal et le fait que tout est archi lent finalement. Et globalement, on se dit, bah, ça c'est un process qui va prendre 4 5 mois, et finalement, ça a pris 10 mois quasi. Ouais, c'est Donc un ça, process voilà. c'est un process qui est clairement hyper intense pour l'avoir vécu. Toi, tu t'étais préparé comment pour tenir le rythme, toi, perso? Tu t'étais mis des Mais, moments de sport, des moments de relaxation ou au contraire, mais écoute, moi perso, c'était, ça allait tout à fait dans le sens où je n'avais pas à combiner la gestion de l'opérationnel et la gestion du projet d'acquisition ou de cession. Étant donné qu'on avait déjà terminé notre plan de transition, je vais pas dire que moi, gérer ce process, c'était mon full-time job, mais j'avais pas une boîte à gérer sur le côté. Donc, quelque mmh, part, euh, bah, c'était un peu une position de luxe, c'est-à-dire qu'on pouvait être hyper réactif, hyper préparé, dans le sens où bah, moi, voilà, c'était mon activité quasi principale mmh. pendant des mois, c'était de suivre ce process. Donc, donc ça a été, oui, bah, parfois c'est énervant, c'est déstabilisant, parce que évidemment il y a des discussions, etc. Mais en termes je veux dire, en termes de stress et d'impact sur ma vie privée, c'était tout à fait gérable, grâce justement à au fait qu'on s'était réparti très clairement les tâches entre l'opérationnel et le, entre guillemets, stratégique par rapport à ça. Euh, donc
voilà, c'était pas trop déstabilisant d'un point de vue privé, honnêtement. Bon, après, Et, et- ça reste compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs à gérer. Chez nous, on avait mis sur pied un plan de stock option où l'ensemble du personnel était invité à souscrire au plan de Waran. Donc évidemment, ça fait beaucoup d'interlocuteurs autour de la table, hein. Il y a non seulement, on a parlé, hein, la boîte de M&A, les avocats, les fonds qui ont investi, le business angel, mon cofondateur, le management, et puis tous les employés qui sont détenteurs de warrants et qui sont évidemment aussi partie prenante dans l'opération. Non seulement pour quelque part Hmm, vendre leur part, hmm, mais aussi pour potentiellement réinvestir dans un holding. Donc voilà, c'est assez complexe. Il y a beaucoup d'interlocuteurs à gérer, évidemment avec des facteurs humains qui sont souvent imprévisibles et voilà, qui sont parfois des réactions, des personnalités à gérer. Mais voilà, globalement, moi, c'était mon activité numéro un ouais. pendant quelques mois. Donc, Mais du coup, j'imagine que la communication auprès des équipes de ce projet de rapprochement, elle a été beaucoup plus fluide. Et les équipes, oui, exactement. Mais écoute, nous, on a toujours eu une communication hyper transparente sur tout. Je veux dire, quelque part, je disais tout à l'heure qu'on avait nos KPI SaaS qui étaient sur un mini-site Google Data Studio. C'est un exemple, ce Google Data Studio, il est disponible tant pour nos actionnaires, notre conseil d'administration, que pour nos employés. Depuis toujours, moi, je suis parti du principe que les gens, ils sont quand même adultes. Ils sont capables de processer une information, bonne ou mauvaise, il faut juste leur expliquer, la contextualiser, etc. Et donc, depuis le premier jour de la boîte, on a fait ce qu'on appelle des all hands, hein, donc des calls mensuels avec tout le monde. Et on a, depuis toujours tout mis sur la table, c'est-à-dire les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, euh, qu'est-ce qui marche pas, on a combien sur le compte en banque, on va encore pouvoir tenir combien de temps, etc. Et donc, on avait depuis toujours cette culture de la transparence. Quand on a fait la levée de fonds en 2018, quand il y avait des VC qui venaient au bureau, les employés, c'était pas oh, c'est qui ces mecs en cravate qui se pointent au bureau. Ils savaient exactement qui arrivait, qui venait, c'était quoi le profil du fonds. Et ils savaient très bien après est-ce que c'était bien passé, pas bien passé, pourquoi, est-ce que c'était un bon candidat ou pas, etc. Enfin, je veux dire, depuis toujours, on a pris le parti de dire, bah voilà, on communique avec des adultes responsables, et on est hyper transparent. Donc, depuis le début, quand on a commencé à parler avec Quantum, on a été hyper transparent sur les discussions que ça pouvait mener. Comme ça a pris du temps, on faisait régulièrement des updates en disant, voilà, là on en est là ça coince à ce niveau-là, là ça va peut-être pas se faire, ou ça va quand même se faire, etc. Donc, c'était pas une surprise, c'était quelque chose qui a été depuis toujours, on a ce mode de communication très très transparent avec tout le monde. Donc voilà, on a continué quelque part dans notre philosophie de partager toute l'info. et pour toi, en fait, là, sur l'aboutissement du processus, quel pourcentage qui dépend de la préparation que vous aviez fait avant? Est-ce que tu penses que si vous n'étiez pas autant structuré, il y aurait eu cette sortie, enfin, il y aurait eu cet adossement industriel, ou c'est parce que vous êtes bien structuré qu'en fait, vous avez attiré l'œil d'un quantum pour venir vous voir et venir grossir avec vous? Euh, il y a plein, c'est compliqué hein, ça comme question parce que je crois que quand tu veux à un moment donné trouver justement un candidat acquéreur, c'est pas une science exacte. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a le produit. Est-ce qu'on est dans, est-ce que, enfin voilà, est-ce que quelqu'un a un intérêt, une complémentarité avec le produit que tu as développé? Il y a la croissance, est-ce que la boîte est en croissance? Il y a l'EBITDA, est-ce que la boîte est rentable ou pas? Enfin, on a, à un moment donné, comme on est dans le marketing digital, le MarTech, on a été beaucoup approché par des grands groupes de communication. Euh, de grandes agences ou des grands groupes médias. Et en fait, pendant toutes les années qui ont suivi la levée de fonds, on n'était pas rentable. Pourquoi? Parce qu'on réinvestissait dans la croissance et on avait des EBITDA qui étaient négatifs. Typiquement, pour une boîte de services, profil agence de com, et on l'a vu sur le dossier 87 secondes,
qu'est-ce qu'ils rachètent? Ils rachètent de l'EBITDA. Ils rachètent une activité qui est rentable. Donc, on a eu énormément d'intérêt de la part des réseaux d'agences, mais c'était chaque fois bloquant parce qu'on avait quelques centaines de milliers d'euros d'EBITDA négatifs. Donc, voilà, par rapport à des acteurs qui sont plus industriels, bah, c'est moins problématique parce qu'il y a une logique de complémentarité de produits, etc., et pas une logique d'EBITDA. Donc dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, la mayonnaise prend et tu arrives à conclure quelque chose, je dirais qu'il faut quand même un alignement de planètes assez compliqué entre un fit de culture, entre un fit de produit, entre un timing, etc. Le fait d'être évidemment bien préparé, tant au niveau de la transparence des chiffres, des process, que de la qualité de l'accompagnement, en l'occurrence ICAP ou les avocats, ça aide, mais je pense pas que ce soit. Enfin, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante que pour arriver à faire un deal comme ça. C'est plus complexe que ça, quoi. Je suis d'accord. Ça reste quand même compliqué, hein. Il faut de faire ce genre d'opération. Euh, Et du coup, voilà. tu as eu t'as eu des moments de doute dans ce processus? Ah, bien sûr. Plein, 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 plein. Et comment tu les as gérés? Euh, En parlant beaucoup avec le management, avec ICAP, évidemment, ils sont terribles pour ça. Ils sont toujours tellement disponibles, ils ont tellement d'expérience que des choses qui te paraissent toi, parce qu'on est moins rodé et qui te paraissent insupportables, bah, eux, ils les ont vécues et peuvent quelque part donner la distance nécessaire que pour les gérer non émotionnellement, parce que c'est potentiellement très émotionnel ce genre de process, hein. On parle quand même de voilà, de l'avenir d'un bébé qu'on a créé. On parle voilà, de plein de choses. Donc, c'est potentiellement très émotionnel. Et voilà, être bien accompagné, ça permet quand même d'avoir un peu de perspective et de distance par rapport à ce genre de process voilà, qui sont compliqués, hein. Quand on a en face de nous un gros private equity, je veux dire, c'est pas simple les négos, hein. C'est pas, voilà, ils sont pas là c'est pas une œuvre, c'est pas une ASBL ou une œuvre caritative, hein. Ils sont quand même là pour essayer d'avoir le meilleur deal possible. Et donc c'est tendu, ça c'est sûr. Et, C'est tendu, mais il faut être conscient du fait que voilà, ça reste une négo et que chacun essaye de trouver le meilleur deal. Donc il faut désémotionnaliser autant que possible les choses, mais voilà, c'est pas simple et c'est pour ça que des gens comme ICAP ou les avocats sont très importants parce que ils arrivent à donner la perspective nécessaire. il te faut un effet miroir sur vous. Est-ce que, Oui. ouais, est-ce que dans ta vie de dirigeant, il y a des pièges que tu as rencontrés, que tu aurais pu éviter? Et quelle est l'erreur qui t'a fait le plus progresser? Euh, mais une des erreurs qu'on a faites, par exemple, une fois qu'on a levé des fonds en 2018, on s'est mis à dépenser beaucoup plus que ce qu'on aurait dû dépenser. C'est-à-dire que comme il y avait forcément beaucoup plus d'argent sur notre compte en banque qu'on n'avait jamais eu, hein, on a fait une levée au total de 4 millions, ce qui n'est pas une énorme levée, mais pour nous, c'était quand même énorme, c'était un énorme montant. Euh, on a perdu notre âme d'être obsédé par les coûts, ou c'est-à-dire obsédé par l'efficacité de chaque euro qu'on dépensait. Par exemple, on n'avait jamais recruté avec des chasseurs de tête, et là, on a commencé à payer des factures de chasseurs de tête de 30 000 à 40 000 euros pour trouver les gens plus vite. Grosse erreur, évidemment, parce que euh, les chasseurs de tête, ils sont hyper talentueux pour formater un candidat exactement aux besoins de l'entreprise, avoir exactement le bon discours qui fait que tu te dis, mais ça, c'est la perle rare, c'est le mouton à cinq pattes que je cherche depuis des années. Et en fait, tu te rends vite compte que le gars, il était très très bon pour se présenter, mais que derrière, c'est pas forcément aussi bon. Donc, on a fait quand même pas mal d'erreurs au moment enfin, après la levée de fonds. Pourquoi? Parce que justement, on était un peu poussé par derrière, par justement les. Attends, je vais couper ce machin ici. Par les VC qui étaient, eux, dans une logique de croissance plus rapide et plus agressive que ce qu'on avait connu dans le passé.
et du coup, avec, oui, quand même quelques erreurs de jugement, en termes de recrutement et de dépenses. Donc je pense que l'erreur, ça a été finalement de ne pas avoir assez confiance dans la manière dont on avait fait les choses jusqu'à la levée de fonds et d'avoir été un peu trop influencé par les fonds. Mais voilà, après, on a accéléré la croissance, et ça n'a pas, on n'a pas rendu la boîte beaucoup plus vulnérable, in fine, parce qu'on a pu corriger le tir, un peu forcé par le Covid, mais on a pu corriger le tir après. Mais voilà, ce serait à refaire, je dirais, tiens, gardons notre ADN. Ne nous laissons pas influencer par des C'est fonds. souvent un complexe qu'on peut avoir en se disant qu'on n'est pas légitime, surtout quand on est primo-entrepreneur, alors qu'en fait, la façon dont on a de gérer l'entreprise est tout à fait naturelle et saine. Ouais, Mais exactement. on voit le marché qui grossit et donc du coup, on se dit qu'on est trop petit. Ouais, c'est exactement, et puis qu'il y en a qui font mieux, et cetera, et en fait, finalement, on se dit, mais bon, avec du recul, on se dit: «Mais finalement, c'était très bien ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué comme ça?» Mais voilà, oui, bon, on apprend, hein. Et du coup, il y a eu des collaborateurs, j'imagine, qui ont pas fité avec la culture de l'entreprise dans ces Ouais, phases-là? exactement, exactement. Qu'on a dû ou dont on a dû se séparer, parce qu'on a oui, c'est ça, on a été moins attentifs, on a voulu aller plus vite, on a travaillé avec des chasseurs de tête, et cetera, et donc il y a eu des mismatchs en termes de culture, et ça, voilà, ça a été c'est toujours catastrophique, un mauvais recrutement, hein, enfin catastrophique. On perd énormément de temps, d'argent, il faut recommencer des trucs à zéro, donc on a fait pas mal de mauvais recrutements à ce moment-là, en fait. Bon, Hem, bah, voilà, après on et on on apprend, on corrige. est-ce que là, tu nous as parlé beaucoup de Qualifio, qui s'est terminé, enfin, duquel tu es encore administrateur. Est-ce qu'il y a des grosses différences dans le processus de cession avec 87 secondes ou ça a été 2 processus qui ont été assez similaires pour toi? Ouais, le processus de 87 secondes a été beaucoup plus fluide, dans le sens où l'acquéreur, DataWorks, c'était pas un financier, c'était pas un énorme fonds, de private equity, c'était vraiment des industriels avec une stratégie d'acquisition extrêmement claire. Hem Et quelque part, le business était un peu plus simple dans le sens où il y avait beaucoup moins de parties prenantes. Hem, il y avait pas de logique de réinvestissement, derrière. Donc voilà, ça a été beaucoup plus fluide. Moi, j'étais beaucoup moins impliqué, hein, que dans Qualifio. J'étais beaucoup moins à la manœuvre. Hem Après, évidemment, 87 secondes, on parle d'une boîte de service, une agence vidéo. Donc, quelque part, les clés de valorisation de la boîte sont totalement différentes qu'une boîte SaaS. Donc, ça, c'est une grosse différence, mais voilà, c'est juste une différence sur le modèle de valorisation. Euh, non, je dirais un processus plus fluide parce que beaucoup moins d'intervenants et de parties prenantes que dans le cas de Qualifio. Là, on est presque à 1 heure d'interview, et pour conclure, quel serait le seul conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Euh, il y en a plein, hein. Et si tu dois en choisir un? Ouais. Euh, un truc que je conseillerais quand même, quand on fait une due deal, on reçoit une liste de choses de documents et de process qu'il faut avoir au carré pour la due deal. En fait, je crois que demain, si je dois lancer une nouvelle boîte, et j'y pense et j'y travaille, je commencerai directement au premier jour avec cette liste de due deal en me disant, voilà, ça c'est ma feuille de route. Il faut, en termes de process, de tools, il faut rien que moins que ça dès le premier jour. Parce que souvent, en fait, tu lances une boîte, tu fais un peu les trucs un peu de manière cow-boy, intuitive, etc., sans du tout se soucier des process, des contrats, les trucs sont pas du tout au carré, et tu le payes fois 10 beaucoup plus tard. Si dès que tu commences, tu es dans le mindset en disant il faut vraiment que tout soit au carré, que je fasse pas un deal où il n'y a pas un contrat signé, parce qu'évidemment, quand tu lances ta boîte, le nombre de trucs que tu fais où le contrat n'est pas vraiment complètement carré, etc. Enfin, je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. En fait, je dirais non, non, c'est chiant, mais c'est pas anodin. Faites les choses de manière
rigoureuse, structurée, cadrée depuis le premier jour. Voilà, c'est pas le conseil le plus sexy qu'on pourrait donner, mais en tout cas, je commencerai là-dessus. Et sinon, oui, de se faire confiance, hein, évidemment, par rapport à l'expérience qu'on décrivait un peu plus tôt, où on se dit, ah tiens, mais finalement, on devrait faire un peu différemment parce que le VC nous a dit qu'il fallait aller plus vite là-dessus, etc. Faisons-nous confiance, vraiment. Et aussi, peut-être, un truc sorry, hein, c'est le troisième conseil, mais tu m'as Ouais, c'est dit pas un, grave. mais euh, nous, en fait, on parlait tout à l'heure de peut-être de mauvais recrutement parce que quelque part poussé par des VC avec des chasseurs de tête, on a recruté des gars qui étaient assez seniors. Pourquoi? Parce que les VC disaient, tiens, ils sont assez seniors, donc ils vont être tout de suite opérationnels. Et pour certains, il y a eu des mismatchs de culture. Les plus gros succès dans la boîte, ou parmi les plus gros succès, en termes de développement personnel, ça a été des jeunes qu'on a pris quasi à la sortie de l'école, ou qui avaient peut-être 1 ou 2 ans d'expérience, et qu'on a fait grandir dans la boîte, avec les bonnes valeurs, avec enfin, l'alignement de valeurs, etc. Et donc, aujourd'hui, je pense que, enfin, moi, comment je vois les choses en termes de RH, c'est faisons confiance aux jeunes. Parfois, effectivement, un gars qui sort de la fac, une fille qui sort de la fac, elle a peut-être pas toute l'expérience qu'on voudrait, mais la capacité, la vitalité, la capacité d'adaptation, d'apprentissage, elle est souvent hyper surprenante. On avait des jeunes qui ont performé, qui se sont éclatés dans la boîte et qui ont grandi, mais à une vitesse incroyable, euh, et qui très vite, finalement, ont rattrapé en termes de skills, en termes d'adaptabilité, en termes de capacité de travail, des gars qui avaient, ou des filles qui avaient 10 15 ans d'expérience, quoi. Donc, faites Je, confiance aux jeunes, ça c'est vraiment super important. je partage complètement ce point-là. Je trouve qu'effectivement, les profils à potentiel, souvent, font beaucoup plus grandir l'entreprise que les profils avec expérience. Parce qu'en fait, ils ont un œil neuf. Là où les profils Ouais. d'expérience va vouloir refaire ce qu'il a déjà fait ailleurs. Et ils vont arriver parfois avec leurs mauvaises habitudes, en fait. Euh, Donc oui, les jeunes, ça a été incroyable pour la croissance, pour la culture, etc. Franchement, Et à il y a une refaire. question qu'on pose à tout le monde, c'est la compétence clé pour devenir entrepreneur. Pour toi, c'est laquelle? Si on doit en avoir qu'une seule. Euh, mais écoute, j'adore cette phrase de Churchill qui dit la réussite, c'est aller d'échec en échec avec enthousiasme. Et donc c'est une forme de volontarisme ou de résilience, si on veut prendre un mot un peu plus à la mode. C'est dire, bon, bah, de toute façon, on va se planter tous les jours sur quelque chose, mais on est volontaire et on veut y arriver, on sait qu'on va y arriver. On est positif. C'est cette espèce d'esprit hyper positif, hyper volontaire de se dire, c'est pas grave, prendre le positif, on y va, on apprend, hein, tu vois, c'est la phrase aussi, c'est you never lose, either you win, either you learn. Euh, mais c'est vrai, c'est la même chose, hein, c'est cette espèce de volontarisme. Quand tu lances une boîte, et tu le sais aussi, François, tous les jours, on a une merde, quoi. Il y a Ah, mais toujours un moi, truc qui moi je dis, va. c'est 15 claques pour un bisou, hein, être Ouais, mais entrepreneur. exactement. Et en fait, c'est toujours, mais finalement, cette merde, comment tu la gères et qu'est-ce que tu en fais derrière? Euh, voilà. Et il y a plein de bonnes raisons d'arrêter, de se dire, oh, finalement, bah, tant pis, ça marche pas, je vais faire autre chose, etc. Mais non, à un moment, c'est dire, non, mais c'est pas grave, on continue, on avance, ça va marcher, je suis convaincu. Donc, ce volontarisme, pour moi, bon, il y a plein d'autres choses hein, qui sont importantes, mais ça, c'est vraiment pour moi la clé. C'est absolument la clé, c'est de croire à son projet, de croire que ça va mener à quelque chose. Bah, écoute, Olivier, je trouve que tu incarnes vraiment ce volontarisme, cet optimisme. En tout cas, moi, cette heure que j'ai passée en ta compagnie, j'ai trouvé que tu l'avais vraiment transmis. C'était hyper agréable Merci, parce qu'en merci fait, beaucoup. on sent qu'il y a ça chez toi et que tu l'as vécu dans ton parcours d'entrepreneur. Un grand merci pour ce témoignage. Je pense que les auditeurs vont apprécier. Où est-ce qu'on peut te contacter et pourquoi te contacter? Alors, moi, je suis toujours super réactif à tous les entrepreneurs qui ont des projets. Donc, tu l'as dit au début, j'ai la casquette de Business Angel, donc je vois plein d'entrepreneurs. Voilà, je prends des tickets aussi dans des petites boîtes, mais j'aime bien, bon, qu'il y ait un fit humain, un fit de valeur, ça, vous avez compris que c'était super important, et aussi que je puisse amener de la valeur quelque part. Si c'est un truc que je connais pas du tout, c'est parfois plus compliqué.
s'il y a un fit et que j'estime que je peux amener un petit peu de valeur, hein, en toute humilité, ça m'intéresse. Donc voilà, pourquoi me contacter? Bah, si quelqu'un a un super projet, qu'il veut développer et il veut, un peu de conseils, un peu de cheveux Ouais. gris, un peu de un peu de voilà, Je pense qu'il y a donc des missions de Scale to Sell où on va faire appel à toi et à ton expérience. écoute, n'hésite pas, avec grand Ouais. plaisir. Et donc, voilà, je peux être joint à olivier@qualifio.com D'accord. sans le moindre problème. Ou sur LinkedIn, peut-être? Ou sur LinkedIn, évidemment, bien sûr. Ok. Bon, bah super. Écoute, Olivier, un grand merci, puis à très bientôt. Merci à toi, merci à toi et à bientôt.